merci Mme Notolo. Je profite de la venue de Mme Leroy et de M. Pinel là, pour les accueillir au nom de la 9e promotion du master. Nous sommes à la phase de la discussion et je pense que M. Pinel devrait nous présenter également son cas. Et bien entendu, je remets le micro à qui de droit. Merci Madame la Médiatrice. De rien, donc effectivement, sans perdre de temps, je nous excuse pour notre retard, les intempéries et l'inspection. Donc je donne vite la parole à Joris. Voilà, donc après 2 heures de conduite sous la neige, une petite sieste, je vais essayer de réémerger. J'espère que je ne vais pas revenir des choses qui ont été déjà dites. Tant mieux si je les répète, surtout qu'on ne s'est pas vu avant. Moi, l'idée que j'ai envie de... Il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire passer ce matin, et ce qu'on constate dans les collectivités territoriales. Alors, quand j'arrivais, j'entendais le discours sur le positionnement d'évaluation que moi je partage aussi globalement, dans le sens où, dans la mesure où il y a un élu ou des élus qui sont légitimes, donc c'est la carte de compétence de l'évaluation. Nous, en l'occurrence, à la métro, on a un élu, Christophe Ferrari, qui est vice-président aux finances et à l'évaluation des politiques publiques. Donc les choses sont posées d'entrée de jeu, avec une conseillère déléguée à l'évaluation des politiques publiques, ce qui fait qu'on a toute légitimité pour évaluer. Bon, s'ajoute à ça un aspect institutionnel très fort, puisqu'en fait on a fait délibérer le conseil de communauté sur les démarches d'évaluation, ce qui nous conduit à faire voter des programmes annuels. Donc chaque année on vote un programme d'évaluation. Donc les élus, il y a des débats autour de ce programme et les élus sont complètement investis de ce qu'on fait voter. Donc ça je dirais que c'est une première sécurité indispensable pour que les choses se passent bien derrière. Si ça paraît simple, mais c'est pas si simple, parce que pour avoir rencontré d'autres collectivités en France, l'étape de faire délibérer pour formaliser une démarche d'évaluation, c'est déjà une épreuve. Je pense que c'est d'ailleurs la plus dure, parce qu'après, une fois que vous avez ça, c'est plus facile de dérouler. Après, si on est sur les critères de réussite, de succès, je pense qu'il faut faire la preuve par les faits. C'est-à-dire, si vous prouvez qu'à l'issue d'une évaluation, vous avez modifié une politique publique positivement, après je ne sais pas, il faut le qualifier, l'objectiver positivement, mais en tout cas, si vous avez modifié la politique publique, c'est que vous avez aussi franchi un pas. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Nous, de manière systématique, à l'issue des évals, on essaye, on ne le fait pas tout le temps, mais quasiment, de prendre une délibération cadre qui réoriente la politique publique qu'on a évaluée. C'est-à-dire qu'on va au bout de la démarche. On dit aux élus, vous votez sur un programme d'évaluation, ce vote, il engendre une évaluation, et cette évaluation, elle engendre une modification substantielle ou pas de la politique publique. Donc parfois, on a quasiment rien à ajuster parce que ça fonctionne, parce que la politique publique elle est conforme aux attentes des usagers, c'est le but du jeu ultime, et parfois, on réajuste beaucoup, parce qu'on a constaté qu'on était un peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Ensuite, moi, ce dont je me rends compte aussi, pour ne pas tomber dans les travers assez classiques que vous connaissez tous, ce qui est intéressant à la métro, chez nous, c'est qu'on a réussi, et Claude qui est ici l'a fait très bien, à mêler l'observation des politiques publiques et l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation de manière isolée, elle a du sens, hein, ça peut fonctionner, mais elle est encore plus forte, plus confortée quand elle est mêlée aux autres disciplines, donc très en amont sur l'observation, et puis plus en aval sur, on va dire, le pilotage un peu opérationnel des choses. Parce que l'objectif, c'est pas de livrer une évaluation comme ça ex nihilo, mais c'est aussi de l'accompagner, puisque quand on évalue, on fait des recommandations, et ces recommandations, si on les lâche dans la nature, on sait que c'est un peu aléatoire au niveau de la mise en œuvre. Ensuite, en réfléchissant un peu à cette table ronde, moi je me suis interrogé sur finalement comment on choisit d'évaluer une politique. Parce que là encore, quand on parle de la délibération sur le programme d'évaluation, on s'interroge sur ce qu'on fait rentrer dedans. Et alors là, c'est extrêmement large, parce que les demandes d'évaluation peuvent provenir des élus, peuvent provenir des techniciens, peuvent provenir du directeur général, peuvent provenir de nous, la direction d'évaluation, de partout. Et en fait, ce pourquoi, il m'a conduit à me dire que, en tout
tout cas pour ce qui concerne la métro, on a des évaluations qu'on fait parce qu'on veut changer les choses. Donc c'est clair, on nous dit on va évaluer ça parce qu'on veut changer les choses, on le sait d'emblée, d'entrée de jeu, parce qu'on constate que ça ne fonctionne pas forcément, ou les repositionner. On a des évaluations, je pense, qu'on fait parce qu'on veut se conforter, se rassurer. Ça a été le cas chez nous, je vous donnerai quelques exemples dans la discussion si vous le souhaitez. Et on a des évaluations, ça c'est un peu plus problématique, qui sont ce que j'appellerais des évaluations un peu refuge, où on vient se cacher derrière l'évaluation pour pas des forcément bonnes raisons. Parce qu'on constate qu'on est un peu dans une impasse et qu'on se dit comme ça que la meilleure solution pour en sortir c'est l'évaluation. Donc là, méfiance parce que à la sortie, ça peut poser quelques problèmes, notamment dans l'annonce et la diffusion des recommandations. Ensuite, pour pas être trop long, moi j'insisterai bien, alors je sais pas, mais en tout cas dans les collectivités, enfin c'est probablement que c'est pareil pour vous, sur l'implication des élus. Et quand je dis des élus, c'est bien évidemment les élus qui sont en charge de l'évaluation, mais aussi et surtout l'élu ou les élus qui sont en charge de la politique publique. Parce que vous ne pouvez pas évaluer une politique publique si l'élu qui la porte n'est pas entièrement d'accord avec l'évaluation qui va être conduite. Et pour ça, c'est assez simple sur le papier. Il faut les impliquer tout au long des démarches, depuis le tout début jusqu'à la toute fin de l'évaluation, sans rien cacher. Nous, je crois qu'à la métro, j'ai l'exemple de la politique cyclable, où je me souviendrai toujours de ce moment mémorable, où on a mis un député maire en charge des déplacements chez nous. Donc vous imaginez, un grand élu, député, premier VP de l'agglo, on l'a mis autour de la table avec des associations d'usagers des déplacements, et notamment de la politique du déplacement en vélo, et avec des techniciens experts. Et c'est vrai que le premier tour de table, je ne sais pas si tu te souviens Hélène, a été extrêmement douloureux pour ce vice-président, député, qui n'avait jamais pris en pleine figure l'ensemble des reproches qui étaient faits sur la politique cyclable, etc. Et il m'avait dit à la sortie, de manière anecdotique, mais de manière confidentielle aussi, en sortant, il m'avait dit, ça a été quand même extrêmement difficile son affaire là, mais finalement, je prends, et je ne m'étais pas rendu compte des problèmes et des écarts qu'il y avait entre la politique qu'on mène et la réalité des gens qui font du vélo dans la ville. Et donc du coup, ça avait instauré pour la suite des événements une forme de confiance, parce qu'il s'est dit, bon voilà, ils vont pas me mener en bateau, puis ils sont transparents, ils disent tout. Donc cette relation-là, on l'a construite vraiment au début jusqu'à la fin, et jusqu'à la proposition de recommandation, puisque cette évaluation était un peu particulière, parce qu'à la sortie, on avait proposé un ensemble de recommandations relativement coûteuses pour l'agglomération, et on savait qu'on n'avait pas les moyens pour le faire, donc on savait qu'il y aurait un tri très drastique à faire sur ces coûts-là. Et finalement, je trouve que cette confiance qui avait été instaurée dans les arbitrages qui devaient être donnés à la fin par le vice-président en question, que ce soit dans la commission de déplacement avec les collègues élus ou que ce soit en petit comité avec le président de l'agglomération, ça s'est passé bien parce qu'il y avait cette confiance instaurée. Donc il faut vraiment, à mon avis, créer le binôme ou le trinôme élu à l'évaluation, élu porteur de la politique, et puis technicien évaluateur derrière qui met un peu du lien. Ensuite, je pense aussi qu'on a eu pas mal de reproches alors sur les critères de succès, qui d'ailleurs après se retrouvent dans les freins, si on inverse la mécanique, sur la méthodologie. Moi je pense qu'il faut... alors c'est marrant parce que sur les petites notes que je m'étais fait, j'avais mis une méthodologie fiable ou qui semble être fiable. Parce que parfois on fait croire qu'elle est fiable, mais elle n'est pas tant que ça. Mais si vous arrivez à rassurer sur la méthodologie, vous limitez les questions justement négatives, parce que souvent quand on sort des évaluations, le premier réflexe de nos interlocuteurs, et parfois souvent des élus, c'est de dire ouais, attends, ta méthodologie là, est-ce que tu as vraiment un sondage fiable, un échantillon fiable, comment tu as fait ça? Alors personne n'est battu autour de la table, mais tout le monde a son mot à dire. Donc finalement, je pense que dès le début, il faut cadrer une méthodologie qui transpire la fiabilité pour limiter ces genres de questions et du coup passer au fond et pas à la forme et aller directement sur les sujets les plus importants. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a constaté à mon sens plusieurs fois. Enfin, en tout cas, la question elle est revenue plusieurs fois. Donc cette question de la méthodologie, à mon avis, il faut être le plus précis possible quand on peut l'être.
dernière chose, j'ai peut-être encore deux choses. La première, c'est que, à mon sens, je l'avais vu dans la petite note que vous avez faite pour introduire la table ronde, il faut se détacher le plus possible des contraintes politiques. Et pour ça, c'est ce que je disais un peu par rapport à la méthodologie, il faut objectiver. Parce que, bon, nous, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'agglomération grenobloise, mais on a une situation politique qui est quand même complexe. Quand on a, justement, si je reprends l'exemple de cette politique cyclable, mais je pourrais prendre l'exemple de l'évaluation de la politique de collecte des déchets, où on se retrouve avec des élus, des maires qui défendent leur commune plutôt que l'intercommunalité et la pensée intercommunale. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que plus on prend de la hauteur sur les politiques qu'on évalue, plus on se détache de ces contraintes communales et donc politiques, plus on gagne en puissance sur les recommandations qu'on va faire. Je pense que tout au long de l'évaluation, depuis le début jusqu'à la fin, il faut vraiment quasiment les ignorer, ces contraintes politiques, parce que comment ça se traduit? Ça se traduit par des interpellations au comité de pilotage, par les élus, ça se traduit par des interpellations dans des réunions techniques qu'on peut faire. Donc c'est normal, ils sont dans leur rôle. Nous, on a besoin, et je l'ai entendu tout à l'heure, de les ramener sur, on parlait de la charte de la SFE, mais en tout cas sur les grands principes de l'évaluation, sur la déontologie, et de leur dire, attendez, ça c'est un autre problème, pour l'instant on évalue la politique publique, ex nihilo, et après on verra comment on greffe les contraintes que vous avez les uns les autres, que ce soit les techniciens, les associations, les élus, etc. Comment dire? Je pense aussi qu'il y a une fenêtre météo un peu clé dans ces évaluations, c'est le moment où on lâche les recommandations dans la nature. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un comité de pilotage de lancement, tout le monde est content parce qu'on va s'intéresser à une politique. Bon, certains ont un peu peur parce qu'ils vont se dire qu'est-ce qu'ils vont me sortir de ça. On fait un deuxième comité de pilotage, on sort un diagnostic, tout le monde est content parce qu'on a plein d'informations, on en apprend beaucoup, ça amène une certaine forme de culture générale pour ceux qui sont un peu loin de la politique. Et après, il y a la troisième copie où on sort les recommandations, et là, tout le monde se crispe, et tout le monde se retranche un peu derrière son bureau en se disant, bon, maintenant, il y a plusieurs recommandations, il y a plusieurs niveaux de scénario. En général, il y en a toujours un maximaliste, puis on va vers un plus minimaliste. Et puis après, il faut faire des choix en fonction des budgets, des contraintes politiques, on en parlait, etc., etc. Et je pense que ce moment précis où on lâche les recommandations, si ces recommandations ne sont pas accessibles à tous, mais d'un autre côté, si elles ne sont pas assez précises pour l'élu qui est ultra compétent et qui connaît sa politique mieux que personne, il faut trouver le bon niveau et le bon curseur pour que ça parle au plus grand nombre. Et c'est ça qui est difficile. Je pense, Yolène aussi qui est dans la salle, qui a travaillé chez nous à l'évaluation, sur cette évaluation, on s'en est rendu compte sur les espaces naturels, par exemple, on a évalué la politique d'espace naturel. C'est extrêmement difficile de trouver un fil conducteur pour que l'élu qui connaît sa politique, qui connaît très bien d'ailleurs les gens qui y vont, pourquoi ils y vont, leur motivation, et les néophytes, parfois décideurs, directeurs généraux, etc., qui eux voient ça de très très loin, qu'on puisse amener tout le monde vers le même objectif et vers les mêmes niveaux de compréhension. Donc là, il y a aussi, à mon sens, quelque chose à travailler qui soit un peu homogène pour chaque évaluation. Parce que, bon, encore une fois, la politique cyclable, il y a plein de chiffres, ça peut parler à tout le monde. Quand vous commencez à évaluer la politique d'insertion professionnelle dans l'agglomération, là, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est multipartenarial. Vous avez la région, le pôle emploi, la métro, la ville, parfois les CCAS, les missions locales, etc. Donc là, il faut que tout le monde s'y retrouve. Alors en général, vous avez un gros temps de pédagogie pour que tout le monde soit au même niveau, puis après, vous enquillez sur les recommandations. Donc voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais à mon sens, c'est l'une des clés de voûte pour que ça fonctionne. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je passe à l'animatrice. Bon, l'animatrice, surtout qu'elle n'a pas entendu les deux premières interventions, donc elle va avoir un rôle qui finalement va plutôt être de faire réagir les deux premiers, je dirais, intervenants par rapport à ce qu'a dit Joris. Est-ce que ça résonne avec ce que vous avez développé, ou est-ce qu'au contraire, ça se démarque? Non, moi j'ai beaucoup, enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de points dans ce que j'ai dit qui rebondissent par rapport à votre intervention. J'ai effectivement parlé de la nécessité d'adapter dans un langage, même dans un niveau d'appréhension pour les élus, les recommandations. Et ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on implique l'élu de la politique dans le comité de pilotage. Je disais tout à l'heure, c'est lui qui est à l'initiative, il est dans le comité de pilotage, voire à des moments dans le comité technique
qu'on a besoin de lui. Et ce qui fait que c'est pas cet élu-là avec lequel ça pose problème, parce que parfois il est largement aussi technicien que le directeur, mais c'est plutôt si on souhaite un débat avec les autres élus. Et nous, on a un vrai problème là-dessus. C'est pas l'élu en charge de la politique, parce que, y compris la démarche d'évaluation, il comprend, c'est ça dont il a besoin, c'est pas autre chose. C'est après, au niveau de la restitution, et nous, on a un vrai point faible là-dessus, et on est en train de réfléchir justement à ce que vous disiez, à faire prendre une délibération sur la base, c'est-à-dire sur les recommandations. Parce que nous, on a une délibération sur le lancement, on a des lettres de mandat, et effectivement, j'ai insisté aussi tout à l'heure, hier, sur cette phase-là, qui est très importante pour valider la commande. Et on ne le fait pas, on ne le formalise pas pour la base, et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir là-dessus, donc ça résonne bien. Juste par rapport à ce que disait Anne, je me sens plus en décalage, mais bon, c'est vrai que c'est parce que c'est peut-être collectivité et État, et il y a quelque chose qui m'a, moi, fait réagir dans ton intervention, c'est à deux moments, tu as insisté sur le fait qu'il ne fallait pas impliquer le directeur tôt dans les comités de pilotage, voire même, c'était catastrophique s'il était dans un comité de pilotage, quand il est rentré trop tôt, et qu'il donne son avis et que son avis n'est pas celui du comité de pilotage. Mais peut-être voilà, on fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que l'élu, bien sûr, comme c'est l'initiative, on les implique très tôt, mais les services aussi, et pas seulement le directeur, mais sans le directeur, on ne partirait pas. C'est-à-dire que on cherche à impliquer tout le chez nous, quoi. Et encore une fois, dans les évaluations où on pressent que ça va aussi impacter pas seulement l'intention, les grands objectifs politiques, mais la façon de faire, donc les pratiques professionnelles, on fasse un temps conséquent à expliquer et à impliquer, y compris les agents, pas seulement la directrice ou le directeur. Et pour nous, un directeur ou une directrice qui est arrivé en fin de course, ben moi je suis persuadée, c'est une opinion que je donne, que les préconisations ne pourraient pas être mises en place. Même, je vais peut-être vous choquer, mais même avec un avis favorable des élus. On a quand même un point important, les fonctionnaires de collectivité. Si une directrice et un directeur n'est pas impliqué, découvre l'analyse du diagnostic, découvre la préconisation à la fin, c'est vraiment pas facilitant pour la mise en œuvre. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, de mon point de vue, là aussi, c'est une opinion, on se prive d'un avis. Et moi, ça ne me gêne pas si elle est différente que le pilotage. Le comité de pilotage, c'est pas un emploi tranquille. C'est un peu ce que vous disiez sur les pistes cyclables. Quand le plus musclé, le plus sportif, c'était effectivement ce que je disais hier sur les PDITR, les plans départementaux d'itinéraire et de randonnée, où on a mis dans le comité de pilotage les chasseurs, les VTT, les randonneurs, les associations environnementales, j'avais oublié. Et là, c'était musclé, mais donc on a dû changer, adapter le cahier des charges, prendre en compte les analyses plurielles, etc. Mais c'est la condition pour que ce qui sort à la fin soit accepté par tous. Donc, mettre le directeur ou la directrice en fin de course, ça m'interpelle. Voilà, mais je vais peut-être pas. Alors, je vais nuancer mon propos et je vais le préciser peut-être. Donc, ce que j'ai dit aussi, c'est que le choix des sujets a été fait avec l'ensemble des directeurs de service, enfin les directeurs de département. Donc, ils savent pertinemment exactement quelle thématique va être évaluée, et elle a déjà, d'ores et déjà dans le programme pluriannuel, un intérêt dans le calendrier pour faire évaluer leur politique. Donc, ils sont au courant, et ils ont même mis à disposition un référent sur le sujet, qui fait partie du comité de pilotage. Oui, j'ai bien dit dans les points négatifs que si le service thématique n'était pas impliqué, on allait avoir une faiblesse dans l'argumentaire qui allait être proposé, argumentaire technique et politique, puisqu'on a aussi les relations entre acteurs dans la mise en place des aides financières. Ce que j'ai dit par contre, c'est qu'en effet, le directeur de la politique qui est évalué, qui correspondrait, comme chez nous, n'est ni président du comité de pilotage, ni membre du comité de pilotage. On a fait l'expérience d'avoir un directeur thématique qui, par la force des choses, a été, au cours d'un départ de directeur, qui s'est trouvé
président du comité de pilotage d'une politique qu'il gérait. C'était très difficile pour lui de faire la part des choses entre le quotidien dont il avait à gérer les orientations et ce travail d'évaluation avec des personnes extérieures qui avaient un avis sur ce que lui avait déjà décidé ou qu'il voudrait faire. C'est pas un exercice facile et j'ai trouvé, nous avons trouvé que c'était un exercice ou une posture qui n'était pas compatible avec la distanciation qu'on souhaitait avoir, hein, la prise de recul sur l'évaluation d'une politique publique. Voilà. Mais par contre, sa présence, alors déjà le service, le référent qui s'occupe de la politique dans son service, lui fait des allers-retours de l'avancement de l'évaluation et il est associé au dernier comité de pilotage parce que justement on veut qu'il ait cette connaissance un peu en avance des débats, des orientations qui ont lieu au cours de l'évaluation. Ce dernier comité de pilotage, c'est quand même un point clé dans la démarche d'évaluation, puisque c'est une synthèse et des constats et de la stratégie qui va être validée. Peut-être un petit mot dont je n'ai pas entendu parler, j'en ai peut-être pas parlé avant. Finalement, la question que vous posiez dans la table ronde, c'était comment passer à la décision. Donc décision politique. Et en fait, je pense qu'il faut aussi parler de... Vous avez cité le terme d'opinion publique dans la préparation de la table ronde. Alors l'opinion publique, c'est pas compliqué. Dans l'absolu, un élu, il est élu. Donc, j'en vote pour lui. Quand on s'intéresse à une politique publique, on sonde l'opinion d'une manière ou d'une autre, à travers des associations dans la politique cyclable, à travers un questionnaire dans la politique des espaces naturels, et à travers les partenariats qu'on met en place dans la politique d'insertion. Même des bénéficiaires, d'ailleurs, qu'on est allé voir, et on a organisé des rencontres avec des bénéficiaires du pli d'agglomération. Donc en fait, comment vous amenez l'élu à décider, à se positionner mieux? Vous l'amenez en lui amenant des billes sur ce que ressent l'opinion et ce qu'elle veut par rapport à la politique publique. Et c'est là où vous passez à la décision. C'est-à-dire que quand dans les espaces nat, je peux dire les usagers, ils y vont pour faire du sport, ils vont dans l'espace nat pour y être en famille, donc ils cherchent une forme de sécurité, donc ils cherchent des points d'eau réguliers pour pouvoir boire, jouer avec leurs enfants, etc., etc. Quand la recommandation c'est de dire il faut monter en équipement dans les espaces naturels, etc., l'élu va y aller assez simplement, parce que de toute façon, il va conforter a priori son électorat d'usagers sur la politique qu'il mène. La politique cyclable, c'est pareil. Quand on sent que la première préoccupation du cycliste, c'est les carrefours accidentogènes, quand on sait qu'il y en a 50 dans l'agglomération et qu'on peut prioriser du plus accidentogène au moins accidentogène, et ben on sait à quoi s'intéresser, et l'élu, il va avoir la décision, il va prioriser son intervention politique là où ça lui semble le plus logique et où on a sondé. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que quand on évalue une politique publique, on évalue avant tout l'impact de la politique sur l'usager et du coup on va faire monter et on fait décider plus facilement si on a bien noté. De répondre et d'intégrer la contrainte horaire. Moi juste, il y a une petite idée transversale qui apparaît importante, je trouve, de ce que j'ai pu entendre et drainer, c'est qu'effectivement l'évaluation apparaît d'autant plus portée et utile qu'elle est véritablement perçue comme un processus. Du début jusqu'à la fin, et je crois que finalement ça ressort bien des deux interventions-là, c'est l'importance aussi d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de la recommandation, il faut qu'elle soit portée, et de la recommandation à la décision. Et là, véritablement, on a des évaluations qui sont utiles. Et dans un certain nombre d'évaluations où j'ai été impliquée, je crois que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est finalement, c'est qu'au cours du temps, quand l'évaluation est bien portée, et bien finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde en copie. Et cette participation ou non-participation, je crois qu'il faut l'observer, me semble-t-il, et c'est un peu ça là-dessus que j'aurais voulu vous questionner. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important, la composition du COPIL et des différentes instances qui portent finalement la démarche? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose à penser, je dirais, simultanément à l'évaluation elle-même, et est-ce qu'elle n'impacte pas sur l'utilité qu'on retirera de l'évaluation? Juste pour dire, oui, je suis tout à fait d'accord, la composition du comité de pilotage est très importante, et nous, on l'a
on la suggère au moment de la commande aussi. Donc ça fait partie de la commande. Et comme on a aussi dans notre charte de la concertation citoyenne un principe qui dit que dans toutes les évaluations lancées, on mettra en place une démarche de concertation citoyenne. Donc on pose aussi ces questions-là au démarrage, c'est-à-dire on pose la question de la composition du comité de pilotage et la question de la place des citoyens et comment on va, est-ce que c'est une concertation, est-ce que c'est un avis, est-ce que c'est une co-construction, on le pose aussi à ce moment-là, en plus bien sûr des questions évaluatives. Oui, bah c'est la composition du comité de pilotage. C'est vrai que quand on valide un mandat d'évaluation, on passe un certain temps sur, ça peut paraître bizarre, mais on passe un certain temps sur les noms et les membres du comité de pilotage. C'est un exercice qui est extrêmement politique, il ne faut pas se le cacher. Hein. Quand on met, parce que mettre l'élu à l'évaluation et mettre l'élu portant de la politique, c'est une chose, mais mettre les collègues transversaux qui agissent peu ou prou sur la politique, c'en est une autre. Donc effectivement, c'est extrêmement politique. Quand vous travaillez sur la rénovation urbaine, par exemple, voilà, il faut savoir à peu près quelle maire vous allez mettre, pourquoi ce quartier-là et pas un autre, pourquoi cette commune-là et pas une autre, etc. Donc c'est très politique, et même techniquement, parce que finalement, c'est des lieux, pas de court-circuit, c'est trop fort de dire ça, mais c'est des lieux parallèles où les associations, les élus se rencontrent, et de manière un peu moins brutale que d'habitude. Moi, on le voit bien, on peut arriver, parce que quand vous avez une confrontation entre guillemets d'associations et d'élus sur des thèmes un peu durs, ça se fait dans des cercles qui sont formalisés, connus, etc. Une évaluation, elle a un début, une fin, ils peuvent se parler dans ce lieu-là en dehors des autres lieux plus formels. Donc ça, il faut en profiter. C'est pour ça que parfois, on insère des membres dans un copil, je dirais, vraiment volontairement, pour que ça puisse soit mettre de l'huile, soit au contraire faire un peu fumer l'histoire. Et juste, ce que vous disiez est très, très intéressant, la participation dans la durée au comité de pilotage, ça nous donne un indicateur de l'intérêt porté à l'évaluation. Un comité de pilotage où le dernier, il n'y a plus personne, ça devrait nous interpeller. Donc c'est très juste ce que vous dites. Et ce que je pense aussi, c'est que ce qui se passe, ce que vous dites, Maurice, dans les comités de pilotage, il peut y avoir, et nous on l'a vu, des effets d'aubaine après, c'est-à-dire qu'une habitude prise, alors qu'il y avait des services qui n'avaient pas vocation à finalement réfléchir ensemble, à travailler ensemble. Et là aussi, c'est pour ça que j'y attache aussi beaucoup d'importance. Je fais valider ça au plus haut niveau. Moi, je vais rajouter un truc pour essayer de compléter par rapport à votre position, où vous mettez quand même les élus dans le comité de pilotage et vous faites presque un pré-débat peut-être, et des pré-négociations, il y a une dimension politique qui est peut-être un petit peu différente de celle dont que nous réalisons. Je pense que c'est ça qui est intéressant, hein, mais c'est chacun sa structure. Je pense que ça interpelle, c'est le lieu de débat, le lieu de négociation et le lieu de décision. Et on a des modalités de fonctionnement qui font qu'on ne le met pas au même endroit. Et je pense que c'est aussi historique, culturel ou structurel. L'institution. En tout cas, en ce qui concerne l'agence, nous, le comité de pilotage, ça n'est entre guillemets qu'un lieu de débat et de construction et de réflexion. Le lieu de négociation, il est après, dans les suites à donner, dans les 4 à 6 mois dont je parlais avant qu'on prenne la décision politique. Et le lieu de discussion politique, il est quand on est dans les vraies scènes officielles, décisionnelles. Alors, juste, Joris, rapidement, parce que j'ai eu comme consigne que c'est terminé. Juste oui, c'est vrai qu'il faut modérer les décisions, non, parce que c'est forcément le conseil communautaire qui décide, ça va de soi. Mais c'est vrai que si on arrive à un consensus dans le comité de pilotage, on trouve le consensus dans le conseil des communautés. Mais juste pour l'anecdote, très honnêtement, on a fait une évaluation où elle a servi pratiquement qu'à ce que les acteurs se parlent. Je le dis, hein. Mais bon, c'est bien, ça peut servir à ça. C'est une utilité. Mais voilà, c'est rare, mais ça arrive. Bien, donc effectivement, pour respecter la consigne, donc je vous propose de terminer là. Et puis encore désolé pour la brièveté.